Bon, alors, merci beaucoup. Je m'appelle Catherine Castellainer, je suis coordonnatrice des équipes du projet Sigilla, et je vais parler avec vous aujourd'hui un peu de notre projet, de l'histoire de ce projet Sigilla, et les développements et les nouveautés qui viennent d'arriver avec cette base de données. Alors d'abord, je vais présenter l'équipe Sigilla. Alors, le membre fondateur de Sigilla, le grand chef de Sigilla, c'est Laurent Rabelot, directeur des études à l'École pratique des hautes études. Il est le chair d'emblématique occidentale, le successeur de Michel Pastoureau. Moi, comme j'ai dit, je suis coordonnatrice des équipes Sigilla, appui à la recherche à l'École pratique des hautes études. J'aide aussi avec une antenne régionale qui s'appelle CGAL. C'est une antenne alsacienne. Je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Et il y a aussi Philippe Jacquet, qui était membre fondateur de Sigilla également, heureusement, maintenant heureux à la retraite, depuis à peu près 1 an. Il était vraiment fondateur avec la conception de cette base de données. Il était l'ancien conseiller scientifique et technique de la base et restaurateur de sceaux. C'est vraiment une mine d'informations et il nous a beaucoup aidé. Alors Sigilla ne sera pas Sigilla sans Philippe Jacquet, ça c'est sûr. Un peu sur l'histoire de ce programme. Alors, Sigilla existe depuis 2013. Alors, c'est-à-dire, ça fait 11 ans maintenant que ce projet existe. Le début, c'était suite à une réunion aux archives départementales de la Vienne, où Philippe Jacquet et Laurent Rabelot se sont rencontrés pour discuter une base de données que les archives départementales voulaient mettre en ligne sur leur sceau conservés aux archives. Après toutes ces discussions, ils se sont rencontrés sur le parking. Ils ont dit, mais dis donc, ça serait bien si on pourrait avoir quelque chose au niveau national et que pas chaque archive départementale doit faire leur propre base de données. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'idée de Sigilla a été née. Et ils ont fait des études de faisabilité, de voir qui pourrait nous aider, qui pourrait nous soutenir au niveau des financements, au niveau des compétences scientifiques. Et peu à peu, ils ont monté ce projet, ce programme. Et en 2016, la première version de la base de données Sigilla a été mise en ligne. C'était une base de données écrite en Drupal, avec les photos des sceaux. Alors je vais revenir vers tous les aspects techniques, mais juste pour vous dire que ce projet Sigilla, c'était vraiment précurseur en humanité numérique. On a eu déjà une base de données en ligne en 2016. À partir de ce moment, il fallait alimenter cette base de données, bien sûr. Alors, ces prochains temps ont été marqués par la recherche des partenaires, des collaborateurs, beaucoup de présentations aux archives, auprès des universitaires, des musées, des bibliothèques. Et en fait, c'est un peu dans ce sens-là qu'en 2019, le projet CGAL, alors Sigillographie de l'Alsace, a été fondé par 2 universitaires à l'Université de Strasbourg. Ce projet est un peu particulier parce que jusqu'à présent, dans l'histoire de Sigilla, toutes les saisies et toute la démarche scientifique a été faite par les archivistes, par les conservateurs. Et l'idée derrière ce projet CGAL, c'était d'ouvrir ce projet à la société civile. Et en fait, CGAL, c'est un projet en sciences participatives qui a fait appel à tout le monde qui s'intéresse en Alsace. C'est un projet qui connaît un succès énorme, je dirais, si j'ai le droit de dire, j'en fais partie. Et en fait, c'est un projet qui continue à trouver des sceaux, à faire des études. Et en fait, il y a un grand corpus alsacien qui s'est fait à partir de ces contributions bénévoles. C'est vraiment quelque chose qui a changé un peu le ton du projet Sigilla. Après
Comme la base de données a été mise en ligne en 2016, forcément, avec les avancées informatiques depuis 2016, il y a eu des mises à jour qui ont été nécessaires. Alors, on a commencé avec une refonte intégrale de toute la base de données en 2021. Là, on a vraiment revu les rubriques, le moteur de recherche. On a vraiment essayé d'améliorer l'outil qui ont été mis en ligne en 2016. Cette nouvelle version marchait très très bien. Oui, bien sûr, avec quelques petits bugs informatiques, mais avec les bases de données, avec les humanités numériques, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui continue à évoluer tous les jours. Et en fait, comme on a vu qu'il y a tellement d'évolution dans ce domaine de l'humanité numérique, il faut avoir vraiment un collaborateur à nos côtés tous les jours et pas comme un développeur freelance qu'on peut solliciter et quelqu'un qui vraiment comprend les démarches et les défis dans l'humanité numérique. Et c'est là où on a trouvé une bonne collaboration avec l'IRHT, alors l'Institut de recherche et d'histoire des textes, c'est une partie de CNRS. Et en fait, à partir de l'année dernière, on a recommencé avec une refonte intégrale, mais vraiment de zéro, avec l'IRHT, avec un développeur qui est là pour nous, à nos côtés, pour nous aider, pour nous soutenir, qui a beaucoup, beaucoup de patience. Et on le remercie vivement. Et en fait, suite à ces réunions avec ce développeur, avec les équipes, les expériences qu'on a rassemblées depuis le début de ce projet, on a refait à nouveau la base de données Sigilla, écrit dans un code plus facile à gérer, plus dans les aspects de données FAIR et les humanités numériques. Et cette nouvelle version de la base Sigilla a été mise en ligne cet été, en juin. Alors, c'est une nouvelle version. On a revu le moteur de recherche, on a revu quelques parties pour la saisie. La structure et la logique de la base restent les mêmes parce qu'on ne voulait pas quand même déstabiliser complètement tous nos collaborateurs qui sont avec nous depuis des années maintenant. Et on commence maintenant avec des formations à la nouvelle façon de faire la saisie dans cette nouvelle base. On fait des formations sur les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés, alors toutes ces choses qui ont changé. Et on essaie vraiment avec cette nouvelle version de lancer une nouvelle dynamique pour continuer la collecte des sceaux conservés en France. Parce qu'en fait, ça c'est un peu l'histoire de Sigilla, mais concrètement, qu'est-ce que c'est Sigilla ? C'est une base de données numérique qui cherche à renseigner tous les sceaux conservés en France. C'est un grand objectif, un grand projet. Et on peut se demander, mais pourquoi ? On a déjà beaucoup de sources sigillographiques. Quelle est la nouveauté avec Sigilla ? Et en fait, dans le temps, alors surtout au 19e siècle, il y a eu des grandes campagnes de collection de sceaux et ils ont fait des moulages. Et tous ces moulages de sceaux sont conservés aux archives nationales, au service du sceau, où on peut les voir dans les tiroirs. Et il y a des catalogues qui vont avec les identifications de tous les sceaux. Et c'est déjà un bel outil. Mais en fait, ces moulages sont des reproductions qui ont été enlevées de leur contexte. Et ce que Sigilla vise à faire, c'est de replacer ce sceau dans son contexte. Alors, avec cette base de données et avec ce paysage numérique, on essaie de réétablir le lien entre le sceau et son document. On regarde le sceau concrètement parce que les moulages sont forcément toutes la même couleur. C'est des moulages, c'est des reproductions. Mais les empreintes sur les documents, alors en fait, il y a plein de couleurs différentes avec des attaches différentes. Il y a aussi des états de conservation très divers.
Il y a aussi une partie pour les moulages sur la base Sigilla, pour les dessins, pour les matrices, parce qu'en fait, le sceau en soi, c'est quelque chose de très interdisciplinaire. Et il y a plusieurs angles où on peut regarder le sceau. Et comme ça, avec Sigilla, on essaie que chaque morceau d'information sur un sceau se retrouve sa bonne place dans cette base de données et qu'il n'y a jamais une information sans relation avec une autre. En plus, il y a toutes ces informations, mais on numérise les sceaux et leurs documents également. Cela fait une couverture numérique, photographique des sceaux qu'on a déjà traités. C'est-à-dire que ça évite la manipulation future de ces documents qui sont très très fragiles. Alors beaucoup de ces sceaux sont en cire. Et quand on parle des sceaux médiévaux, alors on parle de cire d'abeille qui a des centaines et des centaines d'années. Alors comme ça, avec chaque manipulation aux archives, il y a un certain souci que ces sceaux peuvent se casser. Alors avec ces photos, avec ces numérisations, on préserve et on conserve ce patrimoine très très fragile. Ça facilite également l'accès à ces documents historiques. Si quelqu'un intéresse à un sceau, il y a peut-être un exemplaire ici à Paris, mais peut-être il y a d'autres, je ne sais pas où, à Strasbourg, à Rennes, à Poitiers, à Toulouse, je ne sais pas. Alors comme ça, avec une base de données, on peut visiter ces empreintes, ces documents de manière virtuelle, qui facilite l'accès à ces documents. Il y a aussi la possibilité de retracer l'histoire locale, régionale et nationale grâce au sceau. Parce qu'en fait, chaque sceau a été mis sur le document pour valider le document. Alors, comme ça, toutes sortes de transactions, toutes sortes de ventes, de donations, de traités, d'accords entre deux parties, c'était scellé. Alors, comme ça, on peut facilement retracer des étapes historiques de niveau national, mais aussi de niveau communal. Et en fait, comme cette base de données repère toutes ces informations, c'est tout à fait possible de mutualiser et croiser les données. Et ça devient un outil très, très performant et utile pour la science. Alors, avec tellement de perspectives, avec beaucoup d'informations, comment cette base de données est organisée? Et en fait, le concept organisateur de cette base de données, c'est le sceau-type. Le sceau-type, c'est un peu comme l'empreinte idéale d'un sceau. Parce qu'en fait, la matrice, alors c'est comme le tampon qui a servi pour faire le sceau. Normalement, au décès de Sigilant, cette matrice a été détruite. Il n'y a pas beaucoup qui reste aujourd'hui aux archives. Alors comme ça, on a inventé cette idée de ce type, cette empreinte idéale, afin de bien organiser tous les sceaux et les documents qui sont dans cette base de données. Alors, c'est-à-dire, on a notre concept de ce type. Le sceau-type appartient à un sigilant, c'est le propriétaire du sceau. Ce sigilant a un titre ou une fonction. Il était peut-être évêque, il était roi de France, il a eu un titre. Il y a aussi peut-être des motifs héraldiques, peut-être il a sur son sceau ses armoiries. Avec ces sceaux-types, il y a des empreintes individuelles qui ont été repérées dans les archives, dans les lieux de conservation. Il y a peut-être des contre-sceaux, il y a peut-être des moulages qui ont été faits. Alors comme ça, on a une toile d'araignée avec toutes les perspectives qui touchent le sceau. Alors, la base, j'ai fait les statistiques le 4 novembre, alors ça date un petit peu. Mais nous avons presque 50 500 empreintes enregistrées déjà dans la base et renseignées. Ça correspond à 29 220 sigillants et sur un corpus de documents qui est plus de 41 000 actes.
Alors, cette petite base de données qui a commencé en 2016, alors la base a bien grandi et ça continue à grandir tous les jours. Alors, tous les jours, il y a des contributions, il y a des utilisateurs qui consultent la base, qui ajoutent des saisies. C'est vraiment quelque chose qui est en vie. Alors, qui alimente cette base? Alors, on a un réseau élaboré de collaborateurs. Alors, ça inclut des archives, mais vraiment de tous les niveaux. Les archives nationales, départementales, régionales, municipales, aussi les universités, les musées, des fonds privés, des bibliothèques. Alors, tous les acteurs qui peuvent avoir un seau sont invités à collaborer avec nous et de montrer les seaux qu'ils ont dans leur collection. Alors maintenant, je propose une petite promenade dans cette base de données, parce que comme j'ai dit, c'est la nouvelle version, c'est en ligne depuis juin 2024. Alors comme ça, c'est super et il faut en profiter. Je vais voir si je peux faire ça. Très bien. Alors ça, c'est notre page d'accueil. Vous voyez, il y a un moteur de recherche au milieu. C'est un moteur de recherche qui a été complètement retravaillé. On a un petit compteur de tous les stats. C'est très important. Après, en bas, pour voir la dynamique de cette base de données, on a une liste des dernières notices ajoutées. Et vous voyez que même aujourd'hui, il y a des Strasbourgeois qui ont saisi des sceaux dans la base de données et avec des photos. Alors, comme je suis également coordonnatrice des équipes à Strasbourg, on va chercher Strasbourg dans le moteur de recherche pour voir ce qu'il y a. Ce qu'il veut bien. Et sinon, j'ai ça. Voilà. On a presque 8000 résultats pour Strasbourg. C'est pas mal. Vous voyez ici en haut qu'il y a tous les types de notices qu'on peut avoir. Alors, on peut trier par sigillant, par sous-type, par dépôt, par acte. Et en fait, on va voir... Alors, il y a 511 sigillants qui ont le nom Strasbourg quelque part. Alors là, on voit beaucoup. On peut encore trier la liste des résultats ici à gauche. Et ici, je veux Strasbourg dans le nom. Et je cherche la ville de Strasbourg. Voilà. Et vous voyez ici la notice pour la ville de Strasbourg. On voit que c'est une personne morale. Alors bien sûr, ce n'est pas une personne individuelle. Avec les armoiries et tous les sceaux qui ont été recensés jusqu'à présent pour la ville de Strasbourg. Et ces petites images sont des sous-types. C'est ce concept organisateur dont j'ai parlé tout à l'heure. Et comme ça, on voit des sceaux de secret, des sceaux de juridiction, toutes sortes de sceaux. Après, on va regarder le grand sceau, par exemple. Voilà, on a des dates d'utilisation dans le nom de ce type. Après, on a toutes sortes d'informations concernant le sceau lui-même, les dimensions, la description, l'iconographie, la légende théorique et transcrite, une partie pour la bibliographie, alors où dans les ouvrages scientifiques ce sceau a été cité, par exemple. Et ensuite, on a une liste de tous les sceaux, toutes les empreintes de la ville de Strasbourg qui ont été répertoriées jusqu'à présent.
Alors, vous voyez là qu'on a jusqu'à présent 133 exemples de sceaux de la ville de Strasbourg, du grand sceau, parce qu'il y a aussi le sceau de secret, ça, il y a encore d'autres. Et vous voyez ici que, en fait, chaque sceau nous intéresse, n'importe quel état de conservation, parce que ça donne quand même des informations sur la couleur de cire qui a été utilisée, les attaches, la manière d'attacher. Est-ce que le sceau a été... Est-ce que le sceau de la ville de Strasbourg était le seul sceau sur ce document, ou est-ce que ce sceau était parti d'une vingtaine de sceaux? Alors, il y a toutes sortes d'informations qu'on peut retirer. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de cette base de données. On peut voir qu'il y a beaucoup de sceaux qui ont été trouvés à Strasbourg, mais aussi aux archives départementales du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, d'autres fonds, que chaque sceau est différente et chaque empreinte amène son petite pierre à l'édifice de ce que c'était le grand sceau de la ville de Strasbourg. Alors, après toutes ces empreintes, on va peut-être quand même voir un exemple d'empreinte. Mais après tous ces exemples des empreintes, on a également tous les documents où ces sceaux ont été trouvés. Alors comme ça, vous avez des photos, des documents recto-verso, dans une qualité où normalement vous pouvez arriver à lire et déchiffrer le document. Et comme ça, vous avez toutes ces informations. Avec le document, l'empreinte est précisément datée. Vous avez toutes les circonstances, pourquoi ce sceau a été utilisé. Et c'est vraiment une mine d'informations. Alors, pour regarder une fiche empreinte, alors voici une empreinte de la ville de Strasbourg. On voit qu'il y a des parties de la légende qui manquent, mais bien sûr, parce que c'est cassé à cet endroit-là. On a la couleur de la cire, on a des indications sur la contre-marque qu'il n'y a pas de contre-sceau, mais en fait, il y a des empreintes de doigts. Et là, vous voyez concrètement quelqu'un a mis son doigt dans le revers de ce sceau. Ça fait partie de ce sceau-type et il était appendu à cet acte-là. Et comme ça, vous avez toutes ces informations. Si on parle d'un acte, alors là aussi, vous avez les photos. Avec la souscription, une petite analyse, formule de collaboration. La formule de collaboration, c'est une petite phrase qui dit « Moi, Catherine, je mets mon sceau sur ce document ». Et c'est comme ça, ça identifie précisément aussi le sigillant. Avec des photos, recto-verso. Ici, on peut voir ça. Voilà, c'est un peu difficile avec la salle, mais vous voyez bien que c'est de bonne qualité. Et comme ça, ça évite vraiment des déplacements. Et on peut vraiment mener des études à partir de cette base de données. Voilà. D'accord, alors pour continuer un tout petit peu, alors ça c'était juste une toute petite promenade dans la base de données. Je vous invite de regarder de plus près à la maison pendant les pauses. Alors c'est vraiment une base de données passionnante. Il y a aussi des rubriques pour les collections. Alors les grandes campagnes du moulage qui se trouvent aux Archives nationales. Alors là, par exemple, vous avez un petit extrait de la collection Douai d'Arc. Et c'est un peu comme quand vous ouvrez les tiroirs aux Archives nationales, mais de manière virtuelle. On a également quelques modèles 3D qui ont été faits. On a reçu un financement pour numériser en 3D quelques sceaux d'exception de la région Centre-Val de Loire. Et là, il y a une rubrique là où vous pouvez vraiment manipuler et jouer avec les sceaux. Alors, tout ce que vous n'avez pas le droit de faire aux archives sur place, vous pouvez faire ça. C'est beaucoup moins dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est dans l'avenir proche de Sigilla? Alors,
on va continuer avec la collecte, les campagnes de collecte au niveau national, au niveau régional. Alors, il y aura une continuation du projet CGIAL en Alsace, ça c'est sûr. Il y aura aussi une continuation d'un projet qu'on vient de monter il y a quelques années en Bourgogne-Franche-Comté. On commence à parler avec nos collègues suisses pour lancer un projet CJ Suisse. Alors comme ça, notre base de données française va être un peu plus internationale. On va avoir des sauces suisses. Et on va travailler encore un peu plus pour améliorer le module héraldique. Alors, parce que le module héraldique était présent dans l'ancienne version. Avec cette nouvelle version, on va revoir le module et ça va être amélioré également. Et en fait, tous ces travaux, tous ces projets sont possibles grâce à nos partenaires, à nos financeurs. Alors surtout le service interministériel des archives de France, alors le CIAF. C'est notamment grâce au CIAF que la première base de données a vu le jour. Alors sans CIAF, il n'y aura pas eu de sigillat au début. Et il continue à nous financer tous les ans avec des financements pour la continuation de la projet, pour la collecte dans des régions diverses. On profite également des subventions diverses de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, dans le cadre de son programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels. Alors là, le projet Sigilla a bénéficié d'un financement de la région Grand Est en 2020-2021 et le projet CGIAL, alors l'antenne alsacien, en 2023 et 2024. De la DRAC Centre-Val de Loire en 2022. C'est grâce à cette subvention-là qu'on a pu faire les numérisations en 3D. Le projet en Bourgogne-Franche-Comté était également financé par la DRAC. Ça a commencé en 2022. On vient de recevoir la nouvelle que ça a été reconduite pour cette année-ci. Alors comme ça, on peut poursuivre la collecte en Bourgogne-Franche-Comté. Et on va lancer un nouveau projet en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, la bonne nouvelle est tombée hier. Alors, heureusement, le colloque n'était pas hier. Alors, on va commencer notre collecte en Auvergne-Rhône-Alpes avec les sceaux de la région lyonnaise. Il y a aussi l'ANR, alors l'Agence nationale de la recherche, avec le projet Biblissima Plus, où on a beaucoup bénéficié ces derniers temps, notamment pour les développements informatiques et les coûts personnels. Aussi, le laboratoire SAPRAT de l'École pratique des hautes études ont beaucoup aidé également avec un soutien constant pendant des années. PSL vient de nous doter d'un petit financement pour lancer le projet CJ Suisse. Et en fait, on a commencé à solliciter des mécènes et de recevoir des donations. Alors comme ça, c'est pas que les grands montants qui nous intéressent, alors ça aussi bien sûr, mais mais c'est plus abordable pour les gens normaux, entre guillemets. Alors n'hésitez pas à nous soutenir, alors soit avec la collecte sur place, soit chercher des sceaux aux archives, ou bien si vous ne pouvez pas, alors il y a toujours la possibilité de nous soutenir de manière monétaire. Bon, alors merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre. On a un carnet hypothèse où on met toutes les actualités du projet. On a un compte Twitter, alors, bon, X, Instagram également. Si vous avez des questions sur le projet, il y a l'adresse mail de contact là, où vous pouvez vous renseigner. Ou sinon, il y a également mon adresse mail là. Je suis là pour toute question. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Catherine pour ce point très, très vivant et très complet. Donc si
si nous avons le temps, et nous avons largement le temps par rapport au programme, nous avons un temps de questions de voilà, 10-15 minutes, si vous voulez. S'il n'y a pas de questions, ça peut, j'allais dire, ça peut allonger le temps de visite pour les traités et l'exposition, mais très bien. Alors. Merci beaucoup Guillaume. C'est une question qui sort un peu du cadre du scellement des traités, mais vous parliez de l'actualité d'exploitation de vos fonds. Est-ce que précisément l'incident diplomatique qui a eu lieu récemment avec Israël, est-ce que vous êtes sollicité pour rétablir les droits sur les propriétés, voilà, typiquement, alors, dans un cas comme ça, vous êtes acteur? Alors effectivement, c'est de l'actualité brûlante, on peut dire, mais effectivement, oui, nous avons eu une demande de recherche pour justement justifier voilà, de nos droits, de nos privilèges, j'ai envie de dire, historiques sur la zone où s'est passé l'incident. Oui, tout à fait. Oui, oui, je n'irai pas plus loin, voilà, mais de fait, nous avons eu une demande, oui, oui, oui. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va avoir du durable pour la pause et la visite, donc c'est très bien. Donc je vais être très arbitraire. Donc la moitié de la salle du côté de la porte va partir avec Gabriel qui se trouve stratégiquement à côté de la porte et va aller visiter la collection des traités. L'autre moitié est invitée à visiter la salle d'exposition au rez-de-chaussée. Peut-être éventuellement ceux qui ne savent déjà, qui ne seront pas là demain, peuvent profiter de la visite aujourd'hui quand même. Alors c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui. Donc effectivement, oui, bon. On va être coulant, mais voilà, tant qu'il n'y a pas 40 personnes en même temps, tout va bien. Voilà. Et je précise que les livrets que vous trouverez à l'entrée de la salle d'exposition sont en distribution gratuite. Donc n'hésitez pas à les prendre, ils sont gratuits et ils vous feront un souvenir. Voilà. Merci.